Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à la découverte de tech et de la programmation en tech. Alors dans cette vidéo, pour continuer notre exploration, on va s'intéresser à quelque chose qui est très important en tech, c'est le développement. C'est tellement important qu'il n'est pas concevable de commencer à programmer en tech sans avoir compris ce qu'est le développement et sans avoir appris à le maîtriser en quelque sorte ou à le contrôler. Alors avant de contrôler ou d'essayer de maîtriser du développement, il faut d'abord qu'on apprenne ce que ça veut dire développer quelque chose, enfin c'est du code en fait. Qu'est-ce que c'est de développer du code en tech? Eh bien il y a deux catégories en quelque sorte de code qui existent en tech. Il y a du code non développable, je vais vous montrer ce que c'est, et du code développable. Alors un exemple de code non développable, c'est très simple. Je vais définir une macro X que j'ai appelé X comme ça, bonjour, dont le texte de remplacement est bonjour. Eh bien en fait, tous ces tokens là, lorsque tech va les lire, eh bien ils vont être exécutés en interne, c'est-à-dire de façon binaire par le programme tech lui-même. On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe en coulisses, on n'a plus accès aux opérations qui sont faites de façon binaire, c'est-à-dire la tokenisation du texte de remplacement ici, le rangement en mémoire quelque part de ces tokens qui sont reconnus par la macro X. Donc ceci c'est du code non développable. D'ailleurs en général toutes les assignations, que ce soit une macro, un compteur, un registre de tokens, n'importe quoi, ou une dimension, enfin, etc. Ce sont des choses qui sont non développables, c'est exécuté en binaire en coulisses par tech. Et du code développable, eh bien c'est ceci. Si je mets la macro X quelque part dans le flux de lecture de tech, eh bien la première chose que tech va faire, c'est qu'il va remplacer la macro X par son texte de remplacement. Donc en fait, il va exécuter ceci. Tout va se passer comme si j'avais ça. Et une fois qu'on a remplacé une macro par un texte de remplacement, c'est-à-dire du code tech par un autre code tech, eh bien on a dit qu'on a développé la macro X. On a fait un développement ici. Voilà, en fait, c'est ça la distinction qui existe entre du code non développable comme ceci, une assignation, et du code développable ici. Je remets la macro X qui peut se développer, c'est-à-dire qui peut être remplacé par un nouveau code. Alors le développement, c'est quelque chose que tech effectue spontanément lorsque du code est placé dans son flux de lecture. Alors pour donner un exemple, je vais redéfinir une macro X. Je vais lui donner comme texte de remplacement 1. Je vais définir une macro Y. Je vais lui donner comme texte de remplacement X. Et je vais définir une macro Z. Et je vais lui donner comme texte de remplacement Y. Et maintenant, si la macro Z, je la mets dans le flux de lecture de tech, eh bien il va chercher à la développer. Donc Z, il va la développer en Y. Le code qui résulte, c'est-à-dire la macro Y, va être développé en X, donc ça fera le deuxième développement. Et la macro X qu'il a obtenue, eh bien, il va la développer encore, et donc il obtiendra le token 1. Donc à la fin du développement maximum de la macro Z, on obtient 1, et 1 ne peut plus être développé, c'est un peu comme du code non développable si on veut, c'est une sorte de primitive qui indique à tech eh bien, qu'il faut afficher le caractère 1. Et donc maintenant, ce code-là 1 est exécuté en interne, c'est-à-dire est placé dans le paragraphe courant, etc. Donc en fait, tech, quand il a rencontré la macro Z, mais il a fait un développement maximum jusqu'à obtenir du code non développable. C'est ainsi que sont faites toutes les macros. C'est ainsi qu'il agit par exemple à la macro begin du noyau latex, pareil, il va la développer. Les tokens qu'il va rencontrer, ben, soit ils sont développables, il va continuer à développer, soit ils ne sont pas développables, il les exécutera. Et au final, eh bien, la macro begin document marquera le début du document selon un processus assez long et complexe. Alors, après le développement maximum, il n'y a pas que dans le flux de lecture de tech qu'il a lieu. Si je voulais définir une macro grand A, que je donne comme texte de remplacement Z, eh bien, imaginons que je souhaite que le texte de remplacement de la macro grand A, eh bien, j'obtienne le développement maximum ici de Z. Alors avec la macro def, c'est pas ça qui se passe, parce que la macro def ne développe pas du tout.
le texte de remplacement. Donc ici, si j'exécute cette instruction, le texte de remplacement de la macro A sera Z. Moi, je voudrais que ce soit 1, c'est-à-dire que la macro Z soit développée au maximum jusqu'à obtenir quelque chose de non développable. Mais dans ce cas, c'est pas la macro def, la primitive def qu'il faut utiliser, c'est la primitive edef. Alors le E veut dire développement, c'est-à-dire expand en anglais. Et ainsi, toutes les macros qui sont définies avec la primitive edef, eh bien, le texte de remplacement est développé au maximum, puis ce qu'il en résulte est stocké en mémoire et dans le texte de remplacement de la macro que l'on veut définir. D'ailleurs ici, si je veux afficher le texte de remplacement de la macro grand A, normalement je dois obtenir 1. Voilà, on le voit ici. Donc en fait, le développement maximum a bien eu lieu. Alors le développement maximum, il a lieu dans d'autres endroits. Par exemple, quand texte s'apprête à lire en nombre, si je mets par exemple number z ici, donc après la primitive number, eh bien texte attend à lire en nombre, donc il lance le développement maximum. Alors c'est pareil ici, z va être développé 3 fois, et donc ce qui va être affiché, c'est le nombre 1. Alors ensuite, un autre endroit où le développement maximum se produit, c'est entre la paire de primitives csname et ncsname. Alors ce que font ces deux primitives, elles vont par paire, c'est-à-dire qu'après avoir développé tout ce qui se trouve entre elles, bon pour l'instant il n'y a rien du tout, eh bien elles forment la macro dont le nom se trouve justement entre csname et ncsname. Ce qui veut dire que si je mets z ici, eh bien z va être développé au maximum, donc après on aura 1, et donc ça va former c'est pas une macro, c'est un caractère de contrôle. Le caractère de contrôle 1. Tout ça c'est comme si j'écrivais caractère de contrôle 1. Pour s'assurer que ça marche bien, je vais définir le caractère de contrôle 1 et je vais mettre 1 comme ça. Donc ce qui va se passer ici, z va être développé au maximum, puis csname et ncsname va être développé au maximum, et donc ça va construire la macro 1, et la macro 1 va être développée en 1. Donc il y aura 3 développements ici. Un développement maximum ici, un développement pour la paire csname et ncsname qui va former 1, et un développement pour 1 qui va donner les caractères un. Donc si je compile ceci, en théorie je dois obtenir un. Alors avant de poursuivre, c'est une question que je m'étais posée quand j'avais commencé à programmer en tech, je me dis mais pourquoi y a-t-il besoin de développer, puisque de toute façon tech, quand il lit du code, il va développer par lui-même. Alors on va essayer de faire un petit exemple très simple dans lequel on va voir pourquoi on est bien obligé de développer des choses, des fois on n'a pas le choix. Imaginons que je veuille définir une macro, je sais pas comment je vais l'appeler, grand X, je vais pas me casser les pieds avec les noms de macros. Elle va être argument délimité. On va dire qu'elle va lire son argument 1 jusqu'à la première virgule qu'il rencontre, tech, et ensuite il ira à l'argument 2 jusqu'à un nil. Bon, je ne mets pas d'arrobase ici à période macro privée, le but c'est pas de commencer à définir des macros privés, c'est de montrer pourquoi il faut développer. Et je vais afficher le premier élément, c'est-à-dire ce qui se trouve avant la première virgule. Voilà ma macro x qui est définie. Alors je vais essayer de la faire fonctionner, je vais mettre x, on va mettre ABC, virgule, DEF, virgule, G. Et je vais finir par nil. Vu comment elle est programmée, eh bien elle devrait afficher premier élément égal entre guillemets ABC. Bon, sans surprise. Alors là où ça va un peu coincer, si je définis une macro liste par exemple, et que dans la macro liste, eh bien je mets tout ça là, et que à la place
des éléments que j'avais mis en dur ici. Je vais mettre liste ici. Si je compile ceci, je vais me prendre une heure de compilation, c'est sûr et certain. Ah, il me dit que le fichier s'est terminé, c'est-à-dire qu'il est arrivé ici alors qu'il était en train de lire les arguments de x. Pourquoi tout... c'est très facile à comprendre en fait, parce qu'après la macro x, lui il attend quelque chose avant la première virgule. Et ici, il n'y a pas de virgule. Donc il va lire le nil, il va continuer à lire le n, il va lire le document, toujours en espérant qu'il va avoir une virgule. Et donc il va arriver à la fin du fichier ici. Et il se plaint donc qu'il atteint la fin du fichier alors que justement il est en train de chercher une virgule qui est le délimiteur du premier argument de la macro x. Donc nous ce qu'on voudrait c'est que on puisse développer cette macro liste ici avant que la macro x elle entre en action pour que la macro liste soit remplacée par abc,def,g. C'est ça l'intérêt du développement, c'est que des fois on n'a pas le choix, on est bien obligé de stocker des choses dans des macros et essayer de les faire recracher par tech plus tard, mais on ne peut pas écrire des choses comme ça, les macros ne fonctionnent pas. Et ici la macro X, elle n'a pas le pouvoir de développer ce qu'elle va voir avant son délimiteur final ni. Alors pour contrôler le développement, il existe plusieurs primitives que nous verrons un peu plus tard. On va pour l'instant s'intéresser à la plus mystérieuse peut-être, ou la plus courante d'entre elles, qui s'appelle expandAfter, une primitive de tech. Alors son champ d'action c'est sur les deux prochains tokens qui la suivent. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre petit a et petit b. Je pourrais très bien pu mettre 0 et 1, ces deux tokens aussi. Je vais mettre deux macros A et B. Bon, les espaces ici sont ignorés puisqu'ils suivent des séquences de contrôle. Alors, quelle est l'action de expandAfter? Alors déjà, expandAfter, c'est une primitive qui est développable. Ça veut dire qu'elle est susceptible, plutôt qu'elle n'est pas susceptible, elle va être remplacée par du nouveau code. Alors, quel nouveau code? C'est très simple. expandAfter, en fait, il va sauter le token qui la suit et va développer une fois le deuxième token, c'est-à-dire ici la macro B. Imaginons que j'ai défini la macro B avec le texte de remplacement 0. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand expandAfter va être développé? Eh bien, cette ligne-là, c'est-à-dire ces trois tokens, vont devenir A et 0. Donc, expandAfter a bien sauté le token qui la suit et a développé une fois le token suivant. Et donc c'est exactement ce qu'il me fallait ici. Moi je voulais qu'avant que la macro X entre en action, je voulais développer une fois la macro liste pour la remplacer par les trois éléments qui sont là. Donc en fait, pour que le code fonctionne, je n'ai qu'à rajouter un expandAfter ici, je vais compiler, il n'y aura pas d'erreur de compilation et j'ai bien le premier élément qui est ABC. Bien, poursuivons notre périple avec ces expandAfter. Alors maintenant je vais pas mettre liste, je vais définir, je sais pas, une personne par son identité et sa ville. On va mettre ça comme ça. Et je vais définir l'identité d'une personne par son nom, son prénom. Je vais définir la ville, je vais mettre Paris. Alors évidemment, si je développais au maximum la macro personne, eh bien j'aurais identité qui se développerait, c'est-à-dire ça ferait nom, virgule, prénom. La virgule ici resterait telle qu'elle. Et ici après j'aurai ville. Alors ici je vais mettre personne. Un macro plutôt. Quand ce expandAfter va développer personne, en fait je vais écrire ce qui va se passer en dessous. Je vais avoir la macro X. Et donc personne, je vais mettre son texte de remplacement, c'est-à-dire ceci. Et donc ici 1000.
Si je compile ce code, et je vais le faire, eh bien la macro x, qu'est-ce qu'elle va avoir comme premier argument? Son premier argument, ça va être ce qui s'étend jusqu'à la première virgule, ça va donc être identité. Et donc identité, c'est ce qui va se retrouver à la place de l'argument 1 ici. Et une fois que la macro x va être remplacée par son texte de remplacement, c'est-à-dire par tout ça, dans le flux de lecture de tech, le premier élément va être affiché, égal. Ici j'aurai la macro identité qui va se développer lorsque tech va lire le code, et donc j'aurai nom, virgule, prénom. Donc si je compile, je vais enlever ceci parce que c'était pour montrer l'action de la primitive expand after. Si je compile, je vais avoir ici premier élément égal nom, virgule, prénom. Et c'est pas du tout ce que je veux, moi je veux nom. Alors pour voir comment il faut procéder pour se sortir de ce mauvais pas, on va écrire la ligne telle que je voudrais que tech l'exécute, c'est-à-dire avec les arguments corrects de la macro x. Voilà, si tech exécutait cette ligne là, eh bien le premier argument serait bien ce qui s'étend jusqu'à la première virgule, c'est-à-dire non. Alors, on sait que nom, virgule, prénom, c'est le développement de l'identité. Donc en fait, si je mets ceci et que je recopie tout le reste, eh bien pour obtenir cette ligne que je veux obtenir, justement, je dois d'abord développer identité. Donc je vais mettre un expand after ici. Donc une fois que cet expand after se soit développé, eh bien identité va se développer et j'obtiendrai bien cette ligne-là. Donc en fait, on va passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Sauf que moi, c'est pas identité virgule vide que je veux mettre comme argument en quelque sorte à la macro x, c'est la macro personne. Donc je vais recopier ceci. Et donc ici, je vais mettre personne. Mais il faut que je la développe une fois, cette macro personne, pour tomber sur ce code-là. Donc pour développer une fois personne, il faut que je mette un expand after ici, qui va sauter ce token là, c'est-à-dire qu'il va sauter cet expand after. Je vais arriver ici, et je vais en remettre un ici, expand after, qui lui va bien développer personne. Alors on partira de cette ligne, on va essayer de cheminer comme dans le même ordre que va le faire tech. Donc cet expand after se développe. Je l'enlève, son action c'est de développer cet expand after là, qui va donc se développer. Donc je l'enlève, et donc personne va être développé en identité virgule vide. J'arrive ici. Cet expand after maintenant va se développer. Donc ça vient le supprimer, et il va donc faire un développement de cette macro identité, donc il va se développer en nom, virgule, prénom. J'obtiendrai bien la ligne que je voulais ici. Donc en fait, il nous faut 3 expand after ici avant la macro x pour une première fois développer personne, et une fois que c'est fait, développer une fois la macro identité ici. Donc, si je compile ceci, eh bien j'obtiens bien non, c'est-à-dire le premier argument de l'identité. Bien, tirons-en une règle un peu générale, on va dire. Si j'ai un token X, un token Y, eh bien si je veux faire le 1 développement, c'est-à-dire développer une fois le token Y, j'ai besoin de mettre un expand after devant X. Si j'ai besoin par contre de faire 2 développements du token Z ici, j'ai besoin de mettre 3 expand after devant X. Je rappelle, celui-là développe celui-là qui développe une première fois Z. L'expand after qui est resté va le développer Z une deuxième fois. Imaginons maintenant que j'ai envie de développer 3 fois le token W.
Alors je sais déjà qu'en mettant ceci, ça le développe 2 fois. Mais moi je veux une fois de plus. Donc ça veut dire qu'avant que ce code soit exécuté, je voudrais au préalable avoir déjà développé W une fois. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute un expand after devant chaque token qui précède le token W. Donc je vais mettre, je fais CTRL-C, je mets un premier expand after ici, un ici, je vais fermer ça, je reviens en arrière pour qu'on suive. Donc je vais mettre, je vais remplacer par des étoiles, je vais mettre un expand after ici, un expand after ici, un expand after ici et un expand after ici. Donc celui-là va développer celui-là, qui va développer celui-là, qui va développer celui-là, et donc la macro W va être développée une première fois. Les 3 expand after qui restent, on a vu que ça allait développer 2 fois. Donc du coup, la macro W va bien être développée 3 fois. Donc je vais mettre expand after. Expand after. Expand after. Un développement, pourquoi je le mets là? Un développement, un expand after. Si je veux développer quelque chose, je dois mettre 3 expand after. Si je veux faire un 3 développement, eh bien je dois en mettre 7 expand after. Bon, il est rare qu'on aille plus loin, hein, parce qu'il y a d'autres moyens quand même plus simples. Mais si je voulais faire 4 développements, combien faudrait-il que j'en mette? Alors je vais reprendre ceci. Alors je sais qu'avec 7 expand after, je développe 3 fois la macro W. Sauf que moi, si je veux la développer une fois de plus, eh bien, il faut qu'avant que ce code-là soit exécuté, je développe une première fois la macro W. Autrement dit, il faut que je mette un expand after devant chaque token qui précède la macro W. Ça veut dire qu'il faut que j'en rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme j'en avais 7 et que j'en rajoute 8, eh bien, si je veux développer 4 fois quelque chose, il me faut 15 expand after. Pour développer 4 fois un token. Bon, alors la suite qui est ici, là, 1, 3, 7, 15, c'est la règle, c'est de la puissance n moins 1. N étant le nombre de développements que l'on souhaite réaliser. Si je remplace n par 1, 2 puissance 1 moins 1, ça fait bien 1. Si je remplace n par 2, ça fait 2 puissance 2, ça fait 4 moins 1, ça fait 3, etc. Et donc, on peut se servir de cette espèce de formule générale pour se dire que si je voulais développer 5 fois, ça arrive, hein, si je voulais développer 5 fois un token, eh bien, combien je devrais mettre d'expand after? Eh bien, 2 puissance 5, c'est-à-dire 32 moins 1, il me faudrait donc 31 expand after pour développer 5 fois une macro. Il faudrait que je fasse précéder le macro X ici de 31 expand after, ce qui est beaucoup. Bien, alors jusqu'à présent, nous avions un seul token à sauter ici avant de développer la macro personne ici. Imaginons que j'ai envie, je vais me servir d'une macro du noyau LaTeX, hein, mais que j'ai envie de tout mettre en caractère gras, par exemple. Bon, je vais enlever toute cette belle théorie là. Bon, ça va pas fonctionner, hein, parce qu'en fait les expand after, c'est au niveau des tokens que ça se passe. Donc ces 3 expand after vont développer le premier token qui suit la macro textbf, c'est-à-dire ça va développer l'accolade. Sauf que l'accolade, c'est pas un texte, c'est pas quelque chose qui est développable. En fait, développer l'accolade, ça donne l'accolade elle-même. Donc moi, il faudrait que j'envahisse en quelque sorte l'argument de la macro textbf pour aller développer personne.
Alors la règle qui est admise, c'est que les expand after qui sont là, ici j'en ai 3 parce que je veux faire 2 développements de la macro personne, je dois les mettre devant chaque token qui précède la macro personne. Autrement dit, ces 3 expand after là, je dois les mettre devant l'accolade qui est un token et devant la macro X. Donc ce qui fait une ligne assez conséquente, mais c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Bon, ça s'appelle des ponts d'expand after, parce qu'en fait, les expand after, ça saute un token sur 2, donc on peut faire le cheminement. Hein. Celui-là développe celui-là, qui développe celui-là, qui développe celui-là, qui développe celui-là, parce qu'il a sauté le token à l'accolade, qui développe celui-là, et qui développe une première fois personne. Et les expand after qui restent, c'est-à-dire celui-là saute le texte BF qui reste, développe celui-là, saute l'accolade ouvrante qui reste, développe celui-là, saute le X et développe une deuxième fois ce qui est issu du développement de personne, c'est-à-dire la macro-identité. Bien, on va compiler quand même pour vérifier que ça fonctionne. On va aller voir le résultat. Bon, les caractères sont mis en gras, donc ça veut dire que les expand after ont bien joué leur rôle, ont bien 2 fois développé ceci. Une première fois pour donner identité virgule ville et une deuxième fois développer la macro identité. Et donc ma macro X fonctionne comme c'est attendu. Alors on peut en tirer une règle. Hein. C'est pour développer n fois un token qui est précédé de 4 tokens, et bien il faut mettre 2 puissance n moins 1 expand after devant chacun des 4 tokens. Alors par exemple, on va essayer de 3 développer la macro grand A ici. Je vais mettre voilà, imaginons que j'ai 2 macros x, y, peu importe ce que c'est, une accolade ouvrante, token 0, et que j'ai envie de faire 3 développements de la macro grand A. Alors déjà 2 puissance 3 moins 1, 2 puissance 3 ça fait 8, moins 1 ça fait 7, autrement dit il faut que je mette 7 expand after devant chacun des tokens. Alors je vais mettre une étoile à la place des 7 expand after à chaque fois, donc je vais mettre 7 expand after ici, 7 expand after ici, 7 encore ici, 7 ici, donc ça me fait, je l'ai fait 4 fois, donc ça fait 28 expand after à rajouter en partant d'ici pour atteindre ce territoire là et 3 développer la macro grand A. Bien, lançons-nous dans un deuxième exemple maintenant. Cette fois-ci on va développer les macros grand A et grand B dans le code suivant. On va mettre une macro X, peu importe. Je vais mettre dans son argument la macro X, je vais mettre la macro grand A, je vais mettre le token 0 et je vais mettre la macro grand B. Bien, alors comment placer des expand after pour développer plusieurs macros comme ça? Enfin, la règle en fait c'est la suivante, c'est on essaie d'abord de développer la macro qui est la plus proche de la tête de lecture, c'est-à-dire plus tard celle qui sera développée en dernier par tech. Alors pour ce faire, pour développer une fois la macro A, on sait comment il faut faire, je dois mettre un expand after devant chaque token qui précède A, c'est-à-dire un devant le X, un devant l'accolade ouvrante.
Voilà, ce pond expand after là m'assure que la macro grand A va être développée une fois. Mais moi, avant que ce code là soit exécuté, je voulais que la macro B soit développée d'abord. Donc pour développer une fois la macro B, je sais comment faire. Je dois rajouter un expand after devant chaque token qui précède la macro B. Alors je vais les mettre sous forme d'étoile parce que sinon on va pas y voir. Je vais en mettre un là, un là, un là, un là, un devant A et un devant le 0. Ça me donne ceci. Eh bien, cette disposition d'expand after me permet de développer d'abord une fois la macro B et ensuite une fois la macro A. On peut essayer de reconstruire les ponts d'expand after tels qu'ils vont être exécutés par tech. Cet expand after va développer celui-là, qui va développer celui-là, qui va développer celui-là, qui va développer celui-là, qui va développer celui-là, et qui finalement va développer la macro B. Cet expand after restant, qui n'a pas été touché puisqu'ils en sautent un sur deux, va développer celui-là et développera une fois la macro grand A. Alors ce qui est un peu embêtant avec ces ponts d'expand after, c'est que la règle qui spécifie le nombre qu'il faut mettre ici, c'est une règle qui est exponentielle. Donc ça veut dire que le nombre d'expand after a tendance à croître vraiment assez vite. On va d'ailleurs s'en assurer, on va essayer de, non pas de 1 développer les deux macros A et B, mais de les deux développer chacune. Je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre dans l'argument de la macro X une macro B, un suivi d'un 0 suivi de la une macro A suivi d'un 0 suivi de la macro B. Alors plaçons les expand after pour développer les deux macros A et B. Alors comme tout à l'heure, on va d'abord développer la macro qui est la plus proche de la tête de lecture, c'est-à-dire on va d'abord développer la macro A. Pour cela, je dois mettre 3 expand after devant chaque token qui précède la macro A. Donc je vais mettre 3 expand after ici et 3 expand after ici. Voilà, en ce moment-là, j'ai l'assurance que la macro A est de développer. Sauf que moi, avant que ce code soit exécuté, eh bien, je souhaiterais que la macro B soit de développer aussi. Autrement dit, il faut que je mette 3 expand after devant chaque token qui précède la macro B. Donc, je vais mettre des étoiles à la place des expand after, sinon on ne va rien y voir. Ici, je dois mettre 3 expand after. Ici aussi. Ici aussi. Là. 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 Voilà. Donc si on compte le nombre d'expand after, c'est totalement délirant. Alors déjà, ceux qui sont sous forme d'expand after eux-mêmes, il y en a déjà 6. Et puis les étoiles qui remplacent chacune 3 expand after, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 donc. 36 expand after là-dedans pour de développer chacune des deux macros A et B. Bon, c'est totalement délirant, c'est quelque chose qu'on n'écrit jamais. C'est pour ça que le nombre d'expand after a tendance des fois à augmenter de façon complètement déraisonnable. Alors heureusement, il y a d'autres façons de s'y prendre que la primitive expand after. Le développement n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On verra d'autres façons de développer dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout là pour cette fois. Merci d'avoir regardé la vidéo.